Une psychose dont on n'a pas conscience, à tout le moins lors des phases aiguës. L'anosognosie, qui est non pas un déni mais un mécanisme d'autodéfense psychologique. Alors on va certainement reparler, vous allez probablement nous démentir, ou en tout cas préciser. Une maladie dont les prédispositions se nichent in utero et qui se déclenche plutôt à l'adolescence. Congénitale donc, et héréditaire, avec un point d'interrogation. Une maladie complexe donc, et dont on revient un peu, si j'ai bien compris. Bonjour Stéphane Hélier. Vous êtes professeur, bonjour. Vous êtes professeur au département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'UNI, ici à Genève. Alors déjà, merci de nous recevoir ici à la Fondation Pôle Autisme à Genève, dont vous êtes le directeur général. Absolument. Nous sommes le 21 juin 2019. Alors des chercheurs à l'Université de Genève ont trouvé de nouvelles pistes quant aux mécanismes qui conduisent au surgissement de la schizophrénie dès l'adolescence. Alors, qu'est-ce que vraiment la schizophrénie dont on va parler, dont il nous faut préciser les contours, puisque souvent c'est une maladie qui, au travers du cinéma, au travers de plein de choses, eh bien, est méconnue ou mal interprétée, pourrait-on dire. Alors bien sûr, la schizophrénie, c'est d'abord l'association d'un certain nombre de signes positifs, donc qu'on voit, comme notamment des hallucinations, c'est-à-dire des productions qu'on perçoit, que la personne psychotique perçoit, comme d'entendre des bruits, des sons, des voix, ou de voir des choses, de pouvoir avoir l'impression que des choses se déforment, ou même une chose semble prendre corps, un câble électrique dont on a l'impression pendant une fraction de seconde que c'est un animal, un serpent, un chat, ou alors carrément de voir des personnes, des ombres créées de toutes pièces. Donc ça c'est vraiment, je vous reparlerai du développement de ces symptômes, donc ça c'est une partie, et l'autre partie des symptômes positifs, c'est vraiment une interprétation de la réalité qui n'est pas cohérente. Par exemple, le sentiment que les gens me regardent dans la rue, ou peut-être qu'ils sont contre moi, qu'on m'épie, qu'on m'écoute, c'est souvent quand même avec une tonalité relativement négative, mais pas toujours. On peut aussi avoir l'impression qu'on est investi d'une mission, qu'on a un rôle à jouer, ou peut-être que les personnes autour de nous sont incarnées par d'autres personnes qui ne sont pas réelles, que les choses sont comme un décor, toutes ces espèces de distorsions du jugement de la réalité. Ça, c'est les symptômes positifs. Et puis, il y a tout un groupe d'autres symptômes que le grand public ne connaît pas en général, mais qu'on appelle les symptômes négatifs, c'est-à-dire qu'avec le développement de la maladie, il y a un certain nombre de choses qui vont disparaître. Par exemple, une diminution, une altération de la motivation, une incapacité de s'engager dans les choses, une difficulté à commencer les choses, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil avec des inversions du rythme du jour et de la nuit, ou encore une diminution de la baisse des émotions, une diminution de la reconnaissance de nos propres émotions ou du ressenti des émotions, ou encore une plus grande difficulté à avoir une clarté du discours, ou même des phénomènes moteurs comme une perte de la coordination, une perte de précision des mouvements. Donc c'est au fond un trouble, une maladie qui est relativement complexe, qui a vraiment beaucoup de pans. Et alors ça, c'est la psychose, la schizophrénie, on peut l'utiliser relativement comme un synonyme. Et jusque dans les années 80, 90, on avait une vision d'une maladie qui apparaît chez l'adulte. Et c'est une maladie de l'adulte. Ça commence vers 20, 25 ans, 30 ans chez les femmes, un peu plus tard chez les femmes. Et puis, au milieu des années 80, sur la base d'un certain nombre d'observations, de plusieurs observations, d'une part d'observations biologiques, et puis d'autre part de suivi de cohorte qui avait été vu dans l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on s'est rendu compte que les premières modifications, qu'elles soient intellectuelles, développementales, en fait survenaient non pas dans l'adolescence, mais déjà même dans l'enfance. Et qu'au fond, d'un seul coup, ce qui apparaissait comme une maladie de l'adulte, au départ, a été perçu comme une maladie du développement qui commence extrêmement précocement. Très bien, très bien. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on a cette image
schizophrénie comme donc étymologiquement fractionnement de l'esprit, et qu'on assimile cette maladie à ce fameux trouble dissociatif de la personnalité avec voilà plusieurs personnages qui habitent une personne. Vous voyez cette espèce de figure un peu romanesque. Oui, alors bon, d'une part, la schizophrénie, au fond, la psychose, elle est vraiment identifiée à partir du milieu du 19e siècle. Et d'ailleurs, les premières classifications en psychiatrie qui étaient faites par des neurologues, pas par des psychiatres, identifient la schizophrénie parce que c'était une maladie bien sûr spectaculaire, et donc ils disent il y a les psychoses d'un côté et puis tout le reste de l'autre. Je pense qu'ensuite, cette folie, si on peut dire, disons dans le mouvement romantique, il y a beaucoup d'auteurs qui mettent en scène Wojciech, des auteurs qui mettent en scène des patients psychotiques. Il y a souvent cette double perception qui est celle du génie, mais qui en même temps, habité par ses passions, perd la tête. Et probablement que ça vient du fait que pendant longtemps, on a confondu un autre trouble, qui est le trouble bipolaire, qui peut s'exprimer par des symptômes psychotiques avec la schizophrénie. Je pense qu'on n'a pas fait la distinction historiquement, et que peut-être des personnages comme Wojciech étaient au fond des troubles bipolaires plutôt que des schizophrènes. Mais bon, c'est un détail de la narration. Je pense aussi que il y a une fascination pour les maladies psychiques. Évidemment, la schizophrénie en est une, et ou comme l'autisme. Et souvent, dans un premier temps, le public, à travers le cinéma, a tendance à vouloir présenter une image fascinante et positivée par certains traits. L'exemple type, pour l'autisme, c'est Rain Man. En réalité, malheureusement, Rain Man, c'est une petite proportion des personnes autistes, et on oublie souvent des personnes qui ont un autisme et qui en même temps ont des retards intellectuels associés, et qui sont peut-être moins fascinants, mais qui représentent une partie de la population la plus vulnérable, et qu'il ne faut pas oublier. Pour la psychose, c'est la même chose. Pour la schizophrénie, en fait, la plupart des personnes schizophrènes ne correspondent pas à l'image de ce mathématicien Beautiful Mind qui devient psychotique, mais en fait, la moyenne des personnes intellectuelles, des personnes qui développeront plus tard une schizophrénie, est d'un QI de 85, c'est-à-dire elles ont un QI déjà à l'adolescence qui est inférieur à la moyenne de la population. Pourquoi ? Parce que probablement dans la plupart des cas de psychose, le processus qui va conduire à l'émergence des symptômes psychotiques va aussi avoir un impact sur les différentes fonctions intellectuelles, et ça n'affecte pas que le secteur de la vie psychique, si on peut dire, mais ça agit aussi sur les fonctions intellectuelles, les fonctions d'attention, les fonctions de mémoire, et donc il y aura forcément déjà un retentissement précoce. Vous voulez dire que le système limbique est touché ? Exactement. Alors, donc la mémoire. Ça, c'est un système qui est altéré. C'est pas le seul. On peut pas réduire le développement de cette maladie à un système. C'est quand même une maladie qui va toucher l'ensemble du fonctionnement cérébral. Et puis, on ne peut pas réduire la schizophrénie à une chose. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs centaines de gènes dont les modifications ou les mutations peuvent être associées à l'émergence ultérieure d'une psychose. Donc, et on sait, dans les années 80, on a investi énormément d'argent dans la génétique de la schizophrénie, dans l'espoir qu'on allait trouver le gène de la schizophrénie. On a fait la même chose pour l'autisme d'ailleurs, et ce qu'on voit 20 ou 30 ans plus tard, c'est qu'il y a de nombreux gènes qui sont impliqués, mais qu'il y a des formes de facteurs convergents, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces gènes sont impliqués dans les mêmes mécanismes neurocérébraux, et donc
c'est des mécanismes complexes qui sont souvent attribuables à l'interaction d'un certain nombre de protéines entre elles, et que si, selon les protéines qui sont touchées, finalement le résultat est le même, c'est une voie métabolique ou une voie fonctionnelle cérébrale qui est altérée. Donc c'est comme si, je vais essayer de faire une métaphore pour pas que ce soit trop abstrait. Au fond, notre cerveau, l'output, c'est une musique symphonique. Et évidemment que peut-être que le concerto ne va pas être donné de la même façon, mais il y a mille et une façons qu'il soit altéré. On peut imaginer que le chef d'orchestre ne fait plus son travail, mais on peut aussi imaginer que c'est à cause les violonistes sont absents, ou alors ça va être le piano. Et tout ça, à la fin, va résulter en une altération du concerto. Mais donc, chaque acteur a son importance. On peut imaginer, toujours pour poursuivre l'analogie, que si un violoniste ne joue pas sa partition, ça aura moins d'effet que si c'est le pianiste soliste. Donc, à nouveau, probablement aussi que selon le type d'altération, selon les gènes, la pénétration, l'incidence et l'effet sera différent. Alors, on peut peut-être venir donc ça, c'est une chose qu'on connaissait. Et lorsque je travaillais en génétique, j'étais jeune médecin en génétique, donc ça remonte vraiment au début des années 90. Je voyais des enfants avec différentes maladies génétiques. Et un jour, je savais que j'allais rencontrer un enfant pour donner un conseil génétique qui avait une microdélétion du chromosome 22 sur la position 1,1. Donc c'est un petit bout qui manque. On savait déjà depuis 2 ans que ce syndrome, qu'on connaît aussi sous le nom de syndrome de Di-George ou syndrome vélo-cardio-facial, était dû à ce petit bout qui manquait. Et donc à l'époque, je vais voir une database. Il n'y avait pas encore l'internet, c'est vraiment les balbutiements. Et c'était des gros disques, on chargeait des disques, je vais, et je vois que ce syndrome est associé à la schizophrénie. Et je me dis, tiens, incroyable, je ne savais pas qu'il y avait des maladies génétiques déjà identifiées qui pouvaient résulter en une schizophrénie. Alors je me dis, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Et je regarde, et non, en fait, il y a très peu de maladies génétiques identifiées qui sont directement associées, à l'époque en tout cas, à une nette augmentation du risque de psychose. Et là, on savait déjà qu'on parlait de 20 à 30% de ces personnes qui vont développer une schizophrénie. Et à l'époque, je me suis dit, mais alors ça c'est absolument incroyable. Donc ce petit enfant qui avait 2 ans, que je vais rencontrer, il a un risque de 30% de devenir schizophrène. Et c'est pratiquement le même risque que d'avoir un frère jumeau schizophrène, mais à ce moment on n'a pas 2 ans, on en a une vingtaine, ou d'avoir 2 parents schizophrènes, qui correspond à un risque à peu près comparable, 40%. Mais évidemment, pouvoir avoir accès, suivre des enfants dont les 2 parents sont schizophrènes, c'est extrêmement compliqué. C'est comme ça que cette étude a commencé, c'est à peu près comme ça que tout a commencé. Et donc j'ai décidé de pouvoir rencontrer les enfants de la région, il y en avait 8, en Romandie. À l'époque, on faisait très peu encore ce diagnostic, c'était le début de la génétique, diagnostic avec les tests moléculaires. Et j'ai vu tous ces enfants. Et en les voyant, je me suis rendu compte qu'avec les outils que j'avais, un clinicien qui observe des enfants, je ne voyais pas grand-chose en fait. En évaluant simplement comment ils étaient cliniquement, est-ce qu'ils étaient tristes, est-ce qu'ils avaient des problèmes de concentration, je ne voyais pas grand-chose. Et à ce moment, il m'a semblé évident qu'il fallait pouvoir ajouter des marqueurs. Aujourd'hui, on parle de phénotypage qui permettent de mesurer de façon plus fine le fonctionnement du cerveau. Tout d'abord, comment on résout des problèmes, donc les processus cognitifs, en me disant que s'il y avait une altération, donc déjà on savait que les personnes qui étaient schizophrènes tendaient à avoir un certain nombre de fonctions cognitives qui étaient altérées, en tout cas au moment de la schizophrénie. Et donc de là, je me suis dit, mais à quel moment ça commence ? Et donc d'essayer d'avoir un bilan neuropsy avec des épreuves précises qui essayent de trouver, toujours dans l'idée
de pouvoir trouver ces marqueurs le plus tôt possible dans la vie d'un enfant. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si on arrivait à identifier ça chez ces enfants, ados et adultes avec une microdélétion 22, je me disais qu'on pourrait aussi transposer ça à l'ensemble des personnes à risque de schizophrénie. Et puis, pourquoi pouvoir identifier ces marqueurs précocement ? Parce que 30%, bien sûr, c'est beaucoup, mais en même temps, ça veut aussi dire que 2/3 ne développeront pas. Et est-ce qu'on peut augmenter cette proportion en intervenant précocement, avant même peut-être que des symptômes soient présents? Donc je suis parti aux États-Unis, dans une université en Californie qui s'appelle Stanford, où je suis allé, non pas parce qu'ils étudiaient ces enfants là-bas, mais parce qu'ils avaient pour un autre syndrome développé des méthodes vraiment assez performantes, avec notamment de la neuroimagerie, pour pouvoir étudier les maladies neurodéveloppementales. Je suis parti là-bas, je suis resté un peu plus longtemps que prévu, et j'ai appris toutes ces techniques. Et quelques années plus tard, je suis revenu en Suisse, en 2001, et là, j'ai commencé à collecter cette cohorte d'enfants. J'ai commencé avec des enfants, des ados. Je me suis dit, je vais vraiment étudier les enfants et les ados. C'était assez difficile. Autant aux États-Unis, il y a des associations de familles. Les gens sont extrêmement volontaires pour participer à des recherches. En Suisse et en Europe, c'était encore très peu formé. J'ai créé une association européenne de la microdélétion 22 avec des parents, une association suisse, et puis progressivement les choses se sont constituées et on a pu commencer à recevoir ces familles, ces patients. On a pu le faire grâce au soutien des associations de familles, à leur confiance. Ça a été un facteur absolument clé. Et puis l'autre, ça a été le soutien du Fonds national suisse. On a beaucoup de chance en Suisse d'avoir une institution qui a une vision qui n'est pas une vision uniquement court terme et qui est prêt à investir sur la durée. Si je dis ça, c'est que cette recherche, qui est donc d'abord on a vu un groupe de patients. Après, dès le tour suivant, je leur ai proposé de les revoir puis d'augmenter la taille du groupe, est progressivement devenue la plus grande cohorte longitudinale au monde, alors qu'on est un tout petit pays. Les gens viennent de toute l'Europe pour participer à ce programme, mais on a pu progressivement faire grandir, grâce à la confiance des familles et du Fonds national, cette cohorte et suivre ces enfants qui sont devenus des ados, qui sont devenus des adultes. Et au départ, je me disais, il faut bien sûr pouvoir comparer leur développement à des personnes qui se développent d'une façon ordinaire. Donc au départ, j'avais commencé à collecter des enfants dans les écoles genevoises, localement. Et assez vite, je me suis rendu compte que l'investissement, surtout de revenir, quand on est venu une première fois, était très important et qu'au fond, les personnes qui étaient le plus susceptibles de revenir sur la durée étaient les frères et sœurs non affectés de ces enfants. Et donc assez rapidement, on a aussi proposé à ces frères et sœurs de participer pour avoir une population contrôle. Et c'est comme ça que cette cohorte est née. Et aujourd'hui, cette cohorte compte à peu près 200 personnes affectés et à peu près autant de contrôles. Alors tous ne sont pas inclus dans toutes les études parce qu'on n'a pas toujours réussi à avoir des données pour tout. Mais donc c'est vraiment une grande cohorte. Oui, parce que là on a les chiffres du communiqué de presse qui sont impressionnants. Depuis 18 ans, l'équipe genevoise suit 275 patients âgés de 6 à 35 ans, 135 personnes contrôle, à savoir 100 problèmes génétiques et 140 personnes ayant le syndrome des délétions, dont 53 présentaient des symptômes psychotiques modérés à sévères. Là, vous dites, je crois que c'est vous qui êtes cité, chaque 3 ans, nous leur faisons passer une IRM afin d'observer le développement de leur cerveau. On va revenir sur cette étude. J'ai encore une ou deux petites questions, et Caro certainement aussi. Et puis ensuite, on reviendra vraiment sur le sujet de cette étude qui se nomme schizophrénie. Tout se joue à l'adolescence. Juste avant ça, j'aurais encore voulu vous questionner sur la maladie en tant que telle. Quelle est la partie congénitale et quelle est la partie héréditaire de cette maladie ? Alors, en fait, bien sûr que
c'est une maladie particulière parce que c'est évidemment une maladie héréditaire, mais en fait, la plupart des personnes qui sont affectées sont les premières de leur famille. Dans 90% des cas, c'est une délétion qui est survenue sur un spermatozoïde ou un ovule du parent qui a été fécondé, et c'est cet enfant qui, à naître, a la microdélétion 22. Donc ça, c'est 90% des cas. Donc, mais par contre, une fois qu'une personne est affectée, 50% de ces enfants auront bien sûr la même maladie. Dans les faits, parce que c'est des personnes qui ont aussi des difficultés d'apprentissage, qui sont quand même des personnes vulnérables, elles sont souvent prudentes quant à avoir des enfants, et si elles ont des enfants, souvent elles essayent de faire un testing génétique pour éviter que leur enfant soit également affecté. Donc il y a un diagnostic prénatal possible. Il y a un diagnostic prénatal possible. Aujourd'hui, ce sont souvent les gens qui font l'ultrason qui détectent cette maladie, parce que dans environ 30% des cas, elle s'associe à des particularités ou des malformations cardiaques. Elle s'associe aussi à une aplasie d'une structure qui s'appelle le thymus, qui est nécessaire pour la réaction immunitaire, qui est un peu la maison, disons, des cellules immunitaires qui vont ensuite se multiplier. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir à l'échographie intra-utérine et qui permet aux gynécologues de suspecter ce diagnostic. Il n'empêche qu'un certain nombre, parce que c'est comme des changements assez discrets, ou qui n'ont pas ces malformations cardiaques ou n'ont pas cette aplasie du thymus, et donc elles sont diagnostiquées souvent après, à la naissance ou dans les premiers mois. C'est des enfants qui ont aussi une tendance à avoir une hypotonie du voile du palais, donc des enfants qui ont de la peine à boire du lait ou qui ont une voix nasale. Et donc par la suite, il y a un certain nombre de symptômes qui font qu'ils sont diagnostiqués, donc, en général dans les premières années de vie aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé ces recherches, ce syndrome était moins connu, et souvent les pédiatres ou les médecins y pensaient durant l'enfance ou même à l'adolescence, parfois comme adultes. Est-ce à dire que l'on pourrait imaginer, ou il y a quand même de l'invasif là-dedans, qu'un type d'examen systématique est court pendant la grossesse, ou parce qu'on sait qu'in utero il se passe déjà des choses, ou alors dans les environs de la naissance, juste avant, juste après, pour peut-être alerter déjà les personnes? Bon, les technologies de diagnostic prénatal se sont beaucoup développées. Il y a encore des questions de coût, mais je pense qu'on va quand même dans la direction de pouvoir, en tout cas, donner l'information aux familles, de savoir si elles ont ou non, elles sont non porteuses d'un enfant qui aurait une maladie qui peut vraiment avoir un impact important sur le développement. Il y a maintenant des techniques qui permettent, on peut très facilement faire ce diagnostic, y compris durant les premières semaines d'une grossesse. Ça coûte encore, évidemment, mais de moins en moins. Évidemment qu'après, je pense que les questions éthiques, elles sont relativement tranchées en Suisse. Je crois que les familles, les parents ont le droit d'être informés, le choix leur revient ensuite. L'accompagnement, parce que j'ai beaucoup fait ça aussi, l'accompagnement de ces familles est très important. Je pense que ça doit être un choix informé. C'est vrai aussi qu'il y a des dizaines, même des milliers de maladies génétiques, et que c'est souvent très difficile pour des parents qui attendent un enfant. On leur dit, voilà, votre enfant a une microdélétion 22, de savoir ce que ça représente vraiment. Alors je pense qu'il faut qu'ils puissent être informés, il faut qu'on puisse leur donner la représentation la plus juste possible, de façon à ce qu'à la fin ils puissent prendre cette décision, savoir si oui ou non ils vont garder cet enfant, et c'est un choix qui leur appartient. Le syndrome de microdélétion 22 apparaît-il également physiquement lorsque l'enfant est né et qu'il grandit? Est-ce que assez rapidement on observe des signes extérieurs assez évidents et assez typiques ou pas? Alors en fait il y a une grande variabilité de l'expression.
il y a des personnes qui ont vraiment des signes physiques avec des gros problèmes, des grosses malformations cardiaques. Alors ça, c'est des enfants qu'on identifie in utero déjà, c'est sûr. Et puis il y en a d'autres qui n'ont aucun ou très peu de signes physiques, des signes physiques qui n'apparaîtront vraiment plus que notamment des particularités du visage, mais personne ne les reconnaîtra dans le bus, mais une personne qui à l'habitude pourrait identifier ces traits dans l'enfance. Par contre, ce qui va affecter pratiquement tous ces enfants, c'est des difficultés d'apprentissage. La grande majorité ont des difficultés d'apprentissage en rapport avec le développement cérébral, notamment des difficultés de calcul numérique. C'est des enfants qui présentent pas une dyscalculie parce qu'il n'y a pas les critères, mais des difficultés avec le numérique. C'est des enfants qui présentent des difficultés à reconnaître les visages parce qu'ils ont une façon de traiter le visage qui est différente du fait de l'altération spécifique du développement cérébral. Voilà, par exemple. D'accord. On a parlé de la partie génétique. J'imagine qu'il y a également des facteurs épigénétiques qui entrent en matière. C'est-à-dire que, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, pas tout le monde va développer cette maladie qui peut je veux dire, parmi les personnes qui en sont porteuses. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on déclenche et puis ensuite on verra pourquoi est-ce que c'est l'adolescence, un âge fécond pour ce type de surgissement? Alors, évidemment que dès le début des années 2000, quand on commençait à découvrir l'importance des facteurs épigénétiques, donc ces facteurs qui modulent l'expression des gènes, je suis allé à la recherche de facteurs épigénétiques. Et en fait, dans le contexte spécifique de la microdélétion 22, on n'a pas pour le moment identifié de facteurs épigénétiques. C'est-à-dire pas de facteur d'expression, de modulation de l'expression qui semble être directement en rapport. En tout cas, des gènes qui manquent, parce que la première hypothèse qu'on a eue, puisqu'il manque, on a tous nos chromosomes à double, là, une délétion du chromosome 22, ça veut dire que ces enfants, au lieu d'avoir 2 copies du chromosome d'un bout du chromosome 22, n'en ont plus qu'une seule. Et donc l'idée que j'ai eue au début, c'était de me dire, c'est probablement qu'il ne reste qu'avec une copie, donc ils sont extrêmement tributaires de l'expression de cette copie. Et donc on a mesuré si l'expression des gènes de cette copie, des gènes qui restaient, par phénomène épigénétique, avait un retentissement, et la réponse est non. Donc on est sûr de ça. Okay. Ceci dit, on pourrait imaginer que la modulation d'autres épigénétiques, d'autres gènes, en dehors de la microdélétion 22, ait quand même un impact sur la microdélétion 22. Du coup, ça c'est une étude qui est en cours et on aura les réponses. Pour le moment, on ne sait pas. D'accord. Alors l'hippocampe, le sujet de l'étude, c'est également ça. Des chercheurs à l'Université de Genève ont découvert que le développement de l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de la mémoire et des émotions, était gravement impactée à l'adolescence suite à l'apparition des premiers symptômes psychotiques. Alors, commençons par définir l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est une structure qui est très particulière. On n'a pas d'autre partie du cerveau qui est comme ça, puisque c'est en tant que tel un espèce de mini-cerveau enroulé sur lui-même qui existe très précocement dans le développement des espèces, puisqu'on retrouve cette structure même chez des espèces qui sont beaucoup plus primitives, si on peut dire. Donc c'est vraiment une structure qui a été conservée à travers les espèces, donc elle doit vraiment être importante, et en effet elle est importante parce qu'elle code pour un certain, ou elle est impliquée dans un certain nombre de fonctions essentielles. Par exemple, la navigation spatiale. Si on a une altération de l'hippocampe, on n'arrive plus à trouver son chemin, ou beaucoup plus difficilement. Du reste, des gens qui sont très bons navigateurs spatiaux, dans leur apprentissage, et ça c'est quelque chose qu'on sait depuis les années 90, vont développer la taille de leur hippocampe. Comme les chauffeurs de taxi qui apprennent à naviguer dans une ville, augmentent la taille de leur hippocampe. Et puis cette structure, elle a aussi d'autres fonctions. Par exemple, elle est absolument essentielle dans la capacité d'encoder la mémoire, au point que pendant longtemps, on a pensé que c'était le siège de la mémoire. Mais en fait, on s'est rendu compte avec le temps que non, toute la mémoire n'était pas contenue dans l'hippocampe, ça aurait été quand même étonnant, mais que c'est l'accordage
c'est le tri de la mémoire. C'est ce qui va associer. Et c'est ce qui fait l'encodage des mémoires. C'est-à-dire qu'il va mettre ensemble des choses survenant conjointement, des émotions, la vision, un environnement, une information. La Madeleine de Proust, par exemple. Exactement. Donc, on mange une madeleine et on ressent une émotion avec un goût, et on associe ceci de façon quasiment indélébile, ce qui veut dire qu'on peut se souvenir d'une scène où on était enfant, où on est tombé dans les escaliers, donc on a une grosse émotion, les émotions augmentent l'encodage, ça renforce l'encodage, et on va se rappeler ça probablement même à 80 ans de cette chute dans les escaliers quand on en avait 3. Donc ça, cette fonction, elle est essentielle, et on y reviendra parce que, évidemment, qu'on avait découvert, il y a déjà longtemps, plus de 50 ans, que les personnes qui avaient une schizophrénie avaient des problèmes dans la mémorisation, avaient une détérioration de leurs compétences de mémoire. Puis l'hippocampe a encore un certain nombre d'autres fonctions, mais ça, c'est vraiment les fonctions qui sont les fonctions principales. Des parties qui sont tout près de l'hippocampe, qui sont aussi altérées dans la microdélétion 22, sont essentielles pour la reconnaissance des visages, c'est notamment le gyrus fusiforme, et la reconnaissance des émotions, puisque un visage qui montre une émotion est un visage qui change. C'est le changement d'une émotion, on peut aussi le traiter sur un plan visuospatial comme un changement du rapport des différentes parties du visage. Ma bouche s'ouvre, donc c'est un autre rapport. Et donc ça, c'est aussi des fonctions qui sont altérées. La régulation des émotions est aussi impliquée, est aussi une des fonctions hippocampiques. On savait dans la schizophrénie aussi, parce que l'hippocampe, c'est une structure qui est assez facile à mesurer. On peut la mesurer sur des cerveaux de personnes décédées, mais on peut aussi la mesurer assez facilement parce qu'elle sort du lot, elle a des caractéristiques, on peut facilement la délimiter. Et donc on savait depuis longtemps que les personnes qui avaient une schizophrénie avaient une altération de l'hippocampe. Donc ça, c'était des raisons pour lesquelles on pensait que l'hippocampe était une zone candidate. Et donc, tout au début de l'étude, déjà aux États-Unis, donc il y a 20 ans, j'avais mesuré l'hippocampe de ces enfants et de ces ados, et j'avais trouvé qu'il y avait des altérations de l'hippocampe. Donc je savais que l'hippocampe était un candidat. Plus récemment, il y a aussi eu des études sur l'hippocampe de souris qu'on a construite, ingénieurie, pour qu'elles aient exactement la même altération que les humains, donc des souris avec une délétion 22. En fait, les gènes chez la souris se trouvent sur un autre chromosome, c'est le chromosome 16, mais c'est la même séquence de gènes, et on a enlevé ces gènes, et après on a pu étudier ces souris. Donc on savait aussi de ces souris qu'il y avait une altération dans le développement de l'hippocampe. L'intérêt d'une souris, c'est qu'elle est adulte en une cinquantaine de jours, 50-60 jours. Et l'autre intérêt, c'est qu'on peut voir tous les facteurs qui potentiellement, dans le développement d'une souris, peuvent moduler une trajectoire développementale. Par contre, on ne sait pas vraiment, on a des équivalences, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est la schizophrénie chez la souris. On n'est même pas sûr qu'une souris puisse être schizophrène. Par contre, on sait que les altérations du développement cognitif chez la souris, si on touche l'hippocampe, ont des équivalents aux altérations du développement des fonctions cognitives chez l'humain qui a une altération de l'hippocampe. Et quand on a étudié ces souris, donc on travaille grâce à une initiative à nouveau financée par le Fonds national suisse, qui est un pôle national de recherche qui vise à amener les neurosciences fondamentales et la psychiatrie ensemble. Donc on a mis des groupes de chercheurs, donc on fait un collectif de chercheurs autour de la thématique de la microdélétion 22. Quand on a étudié ces souris, on a eu un certain nombre d'indices. Et donc, par contre, autant on peut très rapidement collecter des souris, bien sûr, et on suffit de faire croître un élevage de souris, et on peut les suivre. Autant, bien sûr, pour les humains, ça nous a pris beaucoup plus de temps. Et donc, on avait tous ces indices
Mais il nous a fallu vraiment arriver à cet échantillon pour que finalement on ait suffisamment d'humains collectés au cours du temps pour que finalement on puisse étudier le développement de cet hippocampe. Alors, donc ça c'était une première partie. Jusqu'à là on peut se dire c'est relativement simple. Relativement simple. Mais ensuite on a aussi été confronté à des défis méthodologiques, parce qu'autant on peut facilement mesurer l'hippocampe comme une structure entière, autant sur la base d'un examen de neuroimagerie, il est plus difficile de le diviser dans les sous-parties. Et on sait que, comme je vous disais, cet hippocampe, c'est une structure assez complexe, elle est un peu comme un escargot enroulé sur elle-même, et on voulait absolument, parce qu'on sait que les sous-parties de l'hippocampe sont différentes, avec différentes populations cellulaires, donc probablement différentes sensibilités et différentes fonctions. On voulait pouvoir subdiviser l'hippocampe en ses parties constitutives. Et donc ça a été méthodologiquement beaucoup plus difficile. On avait heureusement fait des acquisitions d'images au cours du temps qui permettaient ça, des images de haute densité. Mais après, on a dû développer et utiliser des softwares qui permettent ces analyses d'imagerie et également pouvoir développer des modèles statistiques qui arrivaient à étudier des données longitudinales de ces parties de l'hippocampe, sachant que parfois certaines de ces familles ne venaient pas, elles rataient une visite, où les écarts entre les visites n'étaient pas toujours respectés. Un enfant, à un moment donné, était malade, il avait été hospitalisé, il ne venait pas au bout de 3 ans, il venait au bout de 4. Et donc, ou alors certaines familles avaient 3 visites, d'autres en avaient 5. Donc on a dû pouvoir composer avec ça et développer des modèles statistiques qui permettent d'analyser des images de neuroimagerie avec ces modèles complexes, les valider. Donc ça nous a pris un certain temps. Finalement, on a eu tout ce qu'il fallait et là on a fait ces mesures. Et ces mesures nous ont appris plusieurs choses. D'une part, elles nous ont appris que chez ces enfants-là, première observation, si on les compare à des enfants, ces enfants ados, adultes, si on les compare à des populations au développement typique, ont une altération de l'hippocampe dès le début de leur vie. En fait, probablement, donc nous on commençait à rencontrer ces familles à partir de 4, 5, 6 ans, elles l'avaient déjà. De l'hippocampe dans son ensemble ou que d'une sous-partie de l'hippocampe? Alors, de l'ensemble de l'hippocampe. D'accord. Donc, de toute façon, on voyait, quand on mesurait l'ensemble de l'hippocampe, que l'altération était très précoce. Alors, on a aussi pu voir, parce qu'on avait bien sûr collecté beaucoup de données sur ces enfants, qu'il y avait des facteurs, notamment des facteurs qu'on pourrait qualifier d'environnementaux, puisque par exemple, les enfants qui avaient des malformations cardiaques avaient des altérations de l'hippocampe plus importantes. Donc probablement que la vascularisation due à la maladie génétique avait secondairement aussi un effet sur le cerveau et que ces altérations étaient aussi en cause. Donc l'histoire devenait de plus en plus complexe, mais il y a aussi probablement des gènes qui ont directement un effet sur le développement de l'hippocampe. Donc très vite on a compris que le résultat de ce qu'on voyait était une interaction chez ces enfants entre leur maladie génétique, mais aussi déjà l'environnement. Donc ça, c'était la première observation. La deuxième observation, donc il y a une fragilité intrinsèque. C'est comme si ces enfants qui commencent leur vie, au lieu de partir avec un potentiel full, ont déjà, au fond, du fait de la maladie génétique et de la susceptibilité plus grande que cela donne à l'environnement, un hippocampe plus petit. Et puis ensuite, on a regardé les données longitudinales et on s'est rendu compte, en suivant ces enfants, qu'il y avait un pattern développemental particulier et que certaines régions de l'hippocampe commençaient à présenter
une déviation du développement au cours de l'adolescence et que d'autres régions de l'hippocampe résistaient. Et que c'est au moment où ces régions qui avaient résisté finalement s'effondrent, elles aussi, secondairement, dans le développement, que les symptômes psychotiques commencent à apparaître. Alors même que un certain nombre de marqueurs cognitifs, qui étaient probablement en partie en cause avec l'hippocampe, mais peut-être d'autres régions aussi, qui sont des marqueurs dont on sait que c'est des signes prémonitoires, si on peut dire, de la schizophrénie, étaient déjà présents en amont. Et donc, l'hypothèse qu'on a aujourd'hui par recoupement, c'est que de toute évidence, il y a, à cause de cette vulnérabilité première de l'hippocampe, une plus grande susceptibilité dans le développement que parmi les personnes qui ont cette maladie, peut-être à cause de facteurs environnementaux, et on a de bonnes raisons de penser que certains facteurs environnementaux jouent un rôle, il y a d'une certaine façon un dommage secondaire, que ce dommage secondaire est à un moment donné compensé par une suractivation de l'hippocampe qui résiste, si on peut dire. C'est-à-dire fonctionnellement, c'est comme si parce que j'ai un bras en moins, je travaille plus de l'autre, mais à un moment donné, j'ai tellement travaillé de ce bras qu'il lâche par surtravail, et donc à ce moment-là, les symptômes apparaissent. Les facteurs environnementaux qui semblent jouer un rôle, donc on en connaît quelques-uns, parce qu'on sait que le facteur de risque principal de développer, pour ces enfants, de développer des symptômes psychotiques, c'est d'avoir des troubles anxieux. Et donc l'anxiété, le stress, parce qu'il augmente le cortisol dans le sang, et on sait que ces enfants ont une augmentation du cortisol, va avoir un effet, diminuer encore la neurogénèse hippocampique, et à cause de cette diminution, faire une seconde agression, si on peut dire, à l'hippocampe, qui à ce moment va être trop sollicité chez ceux qui auront eu des troubles anxieux ou d'autres agressions extérieures, et à ce moment développe la schizophrénie. Ce qui est intéressant, c'est que on sait qu'il y a d'autres agressions extérieures qui jouent un rôle. Par exemple, tous les jeunes qui ont ce syndrome, qui fument du cannabis, vont développer une schizophrénie. Alors que c'est un facteur malheureusement qui augmente aussi le risque de psychose dans la population générale, mais c'est pas parce qu'on fume du cannabis 10 fois qu'on va développer une schizophrénie. Chez ces enfants, oui. Donc, au fond, quelque chose qui représente une agression dans la population générale, les jeunes qui fument avant 15 ans, plusieurs fois par semaine, du cannabis à plus que 10% de THC ont un risque augmenté d'à peu près 6 ou 7 fois par rapport aux jeunes qui ne fument pas. Chez ces jeunes, il suffira de fumer quelques fois pour qu'ils développent une schizophrénie. Heureusement, ce sont des jeunes qui sont quand même relativement protégés et on a un message fort de prévention auprès des parents, auprès des jeunes eux-mêmes, de leur dire mais si toi tu fumes du cannabis, c'est totalement différent que si tes amis en fument, donc pour toi c'est vraiment quelque chose que tu ne dois pas toucher parce que ça a un effet dramatique. Ce qu'ils entendent du reste. Donc on s'est intéressé à ces facteurs et aujourd'hui dans les lignes de recherche sur lesquelles nous ont conduit ces travaux, alors maintenant ces travaux sont publiés, mais souvent le temps que les travaux sont publiés, on a déjà les idées suivantes. Les lignes de recherche sur lesquelles ça nous conduit, c'est de dire, mais ok, donc là, on est dans un processus développemental. De toute évidence, les altérations précèdent l'émergence de symptômes. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire qui permettrait de protéger le neurodéveloppement, et si oui, quoi? Alors du coup, on est revenu aux souris et on s'est dit, essayons de voir quelle est la fenêtre de vulnérabilité et surtout dans quelle fenêtre il faudrait traiter des souris
pour les neuroprotéger. Et de façon assez surprenante, on s'est rendu compte qu'en effet, il y a une fenêtre qui correspond à peu près à l'adolescence, probablement forcément avant ce moment d'effondrement, où si l'on donne certains médicaments, eh bien, on évite une perte de différenciation des neurones de l'hippocampe et ce qui est assez fascinant, donc ça c'est des souris, c'est qu'il suffit de traiter la souris pendant 10 jours de sa vie de souris pour éviter la détérioration secondaire de son hippocampe et éviter aussi la détérioration intellectuelle des fonctions liées aux fonctions hippocampiques. Alors ça semblait absolument incroyable. Ce qu'on a découvert, c'est que si on les traite trop tôt, ça ne sert à rien. Si on les traite trop tard, ça ne sert à rien. Donc il y a une fenêtre développementale très étroite, en fait c'est 4 jours, on a pu réduire cette fenêtre, où il fallait absolument traiter durant ces 4 jours de la vie d'une souris, qui vit à peu près 2 ans. Donc il y a vraiment une idée d'une fenêtre développementale, et donc depuis maintenant, ça a été un grand effort, on peut l'imaginer, 2 ans, on a commencé cette étude où on propose à des jeunes qui ont la microdélétion 22 de prendre ce même médicament. Alors on s'est beaucoup dit 4 jours, 12 jours d'une souris, ça vaut combien d'une vie d'homme? Donc on a fait des approximations et finalement on est arrivé à la conclusion qu'on allait donner ce médicament 3 mois. C'est un médicament qui donne des effets secondaires, mais qui, si on le donne que 3 mois, donne en fait assez peu. Alors, on a commencé à proposer à des familles de toute l'Europe de venir. La moitié reçoivent un placebo. Nous, on ne sait jamais ce qu'ils reçoivent. L'autre moitié reçoivent cette molécule. Et de les suivre et de voir si on arrive à avoir chez les souris le même effet. C'est très important parce que, au fond, ce qu'on est en train de... Il y a plusieurs façons de voir les choses. La première, c'est de se dire, il y a deux stratégies thérapeutiques. La première, c'est de se dire, ok, on donne un médicament pendant 3 mois, 12 semaines, qui potentiellement peut protéger ou réduire le risque de schizophrénie qui affectera un tiers de ces personnes. Alors déjà là, il y a un dilemme, parce que potentiellement, on va traiter 100% des personnes pour éviter la maladie chez un tiers. On peut se dire, bon, le dilemme, il n'est pas forcément si important, s'il y a peu d'effets secondaires que 3 mois, pourquoi pas. Mais à côté de ça, on essaye aussi de trouver d'autres marqueurs, des marqueurs peut-être antérieurs, même au développement de cette période de l'adolescence, pour se dire, mais est-ce qu'on pourrait augmenter et avec ces marqueurs se dire, ah mais ce sous-groupe, en fait, il n'a pas 30% de risque. Ce sous-groupe-là, si on cumule ces marqueurs, eh ben, on arrive à 80-85% de risque. Et donc, à ce moment, on peut, avec une grande certitude, une grande conviction, dire à ses parents, ben voilà, votre enfant, on a vraiment intérêt à le traiter. Et ça permet aussi de dire à une autre famille, non, il ne faut pas vous en faire, vraiment vous avez un tout petit risque. On le voit bien, il y a des enjeux éthiques là derrière assez importants. Qu'en est-il des soins également? Alors, parce que là on a parlé jusqu'à présent effectivement de cette reconnaissance précoce, le plus précoce possible. Qu'en est-il des soins qui sont donnés a posteriori, une fois que tout cela est déclaré et qu'il faut d'une certaine manière le gérer? Alors, pour la propre personne, on a vu que c'était une maladie compliquée puisqu'on peut en être inconscient. Alors pour la personne et pour son entourage. Alors, bon, on a évidemment, ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à cette maladie, donc on a aussi essayé d'offrir des soins pour d'autres difficultés, pas que la schizophrénie. Ces enfants ont aussi un problème de reconnaissance des visages, des émotions. Donc on a développé, ça c'était un autre projet, encore une autre aventure, on a développé un software qui permet de réentraîner les fonctions de reconnaissance des émotions et
comme toutes ces familles, c'est une maladie qui touche une personne sur 5000. Donc les gens, ils sont dans le monde entier. Et donc d'emblée, quand on a fait ça, on a essayé de développer un software qui soit une plateforme web pour que, où que soient les gens, ensuite, ils puissent faire ce qu'on appelle une remédiation cognitive, c'est-à-dire un entraînement des fonctions cognitives pour essayer d'améliorer ces fonctions qui sont aussi en rapport avec la vulnérabilité. Et l'idée, c'était, au départ, on s'est dit, mais si on arrive à réentraîner des structures, bon, d'abord, on arrive à diminuer le degré de handicap social, fonctionnel, mais on s'est aussi dit que peut-être que par ricochet, on arriverait à diminuer le risque d'autres difficultés psychiques, des difficultés d'attention que ces enfants ont souvent aussi. Donc ça, c'était par rapport à des développements qu'on a essayé de faire par rapport à la prise en charge de certaines difficultés. Pour ce qui est de la schizophrénie elle-même, alors malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de développement de nouveaux médicaments au cours des 20 dernières années. En plus, de toute évidence, on voit que parce que ce groupe de personnes a une cause neurobiologique extrêmement forte qui amène à cette schizophrénie, leur réponse à la médication n'est pas aussi bonne, si on peut dire, que d'autres personnes ou des personnes qui développent une schizophrénie sans cette maladie. Donc souvent, le traitement de ces jeunes, ces ados, parce que ça commence souvent à l'adolescence, la moitié en tout cas entre dans la schizophrénie déjà au cours de l'adolescence, ou ces adultes, sont un véritable défi pour le thérapeute et nécessitent souvent la combinaison de plusieurs médicaments pour pouvoir endiguer les symptômes positifs. Alors la stratégie aujourd'hui, c'est que on sait et alors bien sûr qu'on travaille, on soutient beaucoup l'entourage, on essaye de faire des remédiations cognitives, c'est-à-dire on soutenir les fonctions intellectuelles qui sous-tendent l'émergence des symptômes. Mais malheureusement, en tout cas dans cette maladie, on ne peut lutter avec la biologie que vraiment avec la pharmacologie. Donc le traitement, il est beaucoup pharmacologique. La difficulté, c'est que comme il s'agit d'une forme quand même précoce, plus ces jeunes développent une schizophrénie plus précocement que les personnes qui ont une schizophrénie mais qui n'ont pas cette maladie, souvent les psychiatres ou les pédopsychiatres qui voient ces enfants n'arrivent pas à imaginer qu'ils sont face à l'entrée dans une schizophrénie. Et le problème de ça, c'est que ça conduit souvent au fait qu'ils mettent trop de temps à intervenir ou à oser prendre la décision de mettre en place un traitement médicamenteux, et souvent avec une force insuffisante. Ce qui fait qu'ensuite, il peut être très difficile de contrôler l'émergence des symptômes. Donc, pour permettre une meilleure prise de conscience du fait qu'il s'agit là quand même d'une maladie particulière, on a essayé de développer une plateforme d'information et une diffusion assez large à la communauté des psychiatres, des pédopsychiatres sur les particularités de cette maladie. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment un réseau d'experts où les psychiatres et pédopsychiatres traitants dans les villes où ils se trouvent, les régions où ils se trouvent, puissent avoir un réseau d'experts auxquels ils puissent se référer pour être accompagnés dans l'introduction et la typologie de médicaments et le type de médicaments. Et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment pu changer la façon dont ces personnes sont traitées, la façon dont elles sont accompagnées, la façon dont leurs thérapeutes sont aidés aussi. C'est vraiment, pour moi, un des troubles psychiques les plus difficiles à traiter quand même. Donc, parce que parfois les parents disent, mais comment, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas fait, ils auraient dû faire ça. Et c'est vrai que c'est vraiment un défi, c'est quelque chose qui représente un défi pour le psychiatre traitant. Et je crois qu'aujourd'hui,
dans la façon d'accompagner ces familles en étant, alors pour le coup, très incisif, très tôt, dès que les symptômes commencent à se développer, pour éviter qu'on n'arrive plus à les contrôler et qu'ils échappent. On arrive vraiment à faire régresser ces symptômes positifs et on arrive à empêcher ou fortement retarder le développement d'une schizophrénie chez ces patients, chez ceux qui normalement l'auraient développé. Ouais. D'une part, en revanche, même si on arrive à contrôler avec les médicaments actuels les symptômes positifs, donc hallucination, délire, et on arrive quand même à éviter, on sait que si on rentre dans la maladie plus tard, où on évite ces périodes d'éclatement psychotique, d'hospitalisation longue, les personnes ont un meilleur pronostic, ont une meilleure autonomie. Par contre, il n'y a pas aujourd'hui de médicaments qui permettent d'empêcher ce qu'on appelle ces fameux symptômes négatifs dont je vous parlais, donc la perte de compétences, perte de motivation, etc. Et donc ça reste encore un grand défi et on se rend compte quand même que ces symptômes-là sont aussi très problématiques dans l'autonomie et l'adaptation de la personne. C'est le cas aussi dans la schizophrénie en dehors de cette maladie et donc aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment un effort qui doit être fait et qui a à faire par rapport à la recherche de molécules qui sont susceptibles d'agir là-dessus. Il est vraisemblable que les médicaments ou les traitements qui pourront endiguer le développement de ces symptômes négatifs seront les médicaments qui agiront très en amont sur le neurodéveloppement et seront probablement des molécules qui agiront avant même en fait que les symptômes positifs se développent. Oui. Donc une détection extrêmement précoce est un gage de malade, de bons pronostics, de meilleurs pronostics. Et c'est le cas pour aujourd'hui, on est assez sûr que c'est le cas pour toutes les troubles psychiques qui sont des troubles psychiques neurodéveloppementaux. Donc, dans les grandes familles, il y a bien sûr l'autisme, qui dans le développement est un de ceux qui survient le plus tôt. Les déficits d'attention, qui est aussi un trouble du développement. La schizophrénie et le trouble bipolaire. Donc ça, c'est vraiment les grandes familles qui sont des troubles du développement où la partie biologique, le poids biologique est particulièrement fort par rapport au poids environnemental. Même s'il y a toujours une intrication. En opposition aux troubles anxieux ou aux troubles dépressifs où on sait que l'environnement a un poids plus fort que le biologique, même s'il y a aussi un poids du biologique. Est-ce qu'on est bientôt capable de diagnostiquer une schizophrénie en se basant seulement sur des caractéristiques physiologiques ? Alors, on n'est pas bientôt capable. Je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, évidemment. Parce que ça sera, vu que finalement, on est un peu dans la situation de ces médecins qui, dans l'entre-deux-guerres, diagnostiquaient des cancers quand il y avait une masse énorme qu'on voyait. Et évidemment, c'était un moment où le cancer était dépassé et même il y avait très peu de traitements possibles. Finalement, on peut dire que l'apparition des symptômes psychotiques positifs, en tout cas la schizophrénie, c'est-à-dire l'association du délire, des hallucinations pendant au moins 6 mois, est vraiment l'aboutissement d'une maladie et à ce moment-là, la possibilité de revenir en arrière n'existe, en tout cas aujourd'hui probablement pas, et même la possibilité d'endiguer est limitée. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis en tout cas ces 20 dernières années, les chercheurs ont vraiment essayé d'identifier des marqueurs qu'on dit phénotypiques, c'est-à-dire qui sont des traits qui représentent soit un marqueur de risque, soit un marqueur très précoce du développement de la maladie. Et ça, les chercheurs se sont intéressés à toutes sortes de choses. Changement du signal électrique du cerveau, donc ça, on fait aussi de de l'EEG, ou encore modification de certaines compétences de mémoire. Donc, évidemment que plus un facteur est quantifiable facilement,
indépendamment de la réponse de l'individu conscient, volontaire, parce que si par exemple je vous fais un test de mémoire, il faut que vous vous y prêtiez. Un jour un enfant est motivé, un autre il l'est peut-être moins, donc c'est une mesure plus volatile, alors que la mesure du signal électrique du cerveau, c'est quelque chose, c'est comme un électrocardiogramme, c'est comme le poids, la taille, c'est quand même relativement indépendant, ça va dépendre de l'outil de mesure. Donc je crois que en tout cas ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir trouver des marqueurs qui soient aussi reproductibles que possible, aussi indépendants que possible de toute autre mesure et le plus précoce possible. Probablement, ça ne sera pas un marqueur, ça sera une combinaison de marqueurs. Et puis, un autre élément, je ne veux pas complexifier, mais bon, c'est une histoire qui est compliquée. Il y aura probablement, à partir du moment où on aura ces marqueurs, on va aussi se rendre compte qu'il y a des sous-groupes, et on ne parlera probablement plus de la schizophrénie, mais des schizophrénies. Et peut-être qu'il y aura ce fameux sous-groupe de personnes qui ont des très bonnes compétences cognitives, totalement conservées, et qui correspondent à un sous-groupe Beautiful Mind. Et puis d'autres sous-groupes peut-être qui s'associent avec des altérations du développement intellectuel beaucoup plus marquées, avec peut-être certains marqueurs, plus de perte de mémoire que d'autres. Donc, de toute façon, cette histoire ne sera pas simple. Et puis, pourquoi aussi identifier des sous-groupes ? C'est ce qu'on fait dans d'autres maladies psychiques, parce que probablement ces sous-groupes n'auront pas la même réponse au traitement. Et donc là, on tombe sur une autre notion qui est cette notion de médecine ou pharmacologie personnalisée, une notion dont on entend de plus en plus parler dans d'autres maladies comme l'autisme, où probablement certains sous-groupes d'enfants autistes vont répondre à une molécule dans une fenêtre développementale, mais la même molécule n'aura peut-être pas du tout d'effet sur un autre sous-groupe. Ça veut dire que l'épidémiologie là-dedans, elle est dépassée. Elle n'a pas cours. Elle est importante parce que, par exemple, l'épidémiologie nous permet de savoir si certaines maladies augmentent de fréquence ou pas, ou dans certaines régions. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs de risque externes qui sont associés ? Vous savez, par exemple, que pour ce qui est de l'autisme, on a découvert on est en train d'assister à une augmentation très forte de l'autisme. Donc, d'une certaine façon, ça nous indique quand même qu'on a vraiment intérêt à se préoccuper de savoir qu'est-ce qui, dans notre environnement, augmente autant le risque d'autisme. Alors, il y a un certain nombre d'hypothèses auxquelles... Mais ça, c'est un autre sujet. Et on reviendra là-dessus, mais effectivement, à un autre moment. Moi, j'aurais encore une question. Est-ce qu'on va réussir à créer des médicaments avec moins d'effets secondaires ? Alors, évidemment, c'est vraiment... ça doit être un objectif. On essaye de faire ça. Enfin, moi, je ne suis pas pharmacologue, mais c'est sûr que les chercheurs essayent de faire ça. C'est, en tout cas, tel que moi je le vis, pour un médecin, il est souvent très difficile de proposer un médicament dont on sait qu'il va avoir des effets secondaires. Certains, parfois, ne sont pas très importants, mais d'autres peuvent être très importants. Et je pense que là, c'est la capacité, une fois de plus, il revient bien sûr aux patients et aux proches, aux parents, de décider si un traitement doit être pris ou non. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité comme professionnel dans la façon dont on présente le traitement. Je pense qu'il y a une phrase qui, à mon avis, doit pouvoir transmettre une attitude, c'est que de deux mots, on choisit le moindre. Et donc, si le traitement est un problème supérieur à ce qu'on essaye de traiter, probablement qu'il ne faut pas le prendre. Les effets secondaires sont plus importants, plus de dommages. Mais parfois, comme dans la psychose ou la schizophrénie, évidemment, la maladie est tellement problématique, peut tellement désorganiser, changer la vie de la personne, que malgré tout, on doit se résoudre à prendre un médicament. Je pense que, en tout cas quand il s'agit d'adolescents, de jeunes adultes, le soutien de la famille
est absolument essentiel. C'est souvent très difficile pour une personne qui a une maladie de se résoudre à prendre un médicament qui va quand même modifier la façon dont elle fonctionne. Je pense qu'elle ne peut franchir ce pas que si elle est absolument certaine que ça ne modifiera pas l'amour et le regard que les proches lui portent. Sans ça, on ne peut tout simplement pas le faire. Associer, on l'a dit tout à l'heure, mais associer la famille, notamment frères et sœurs, vous avez dit qu'eux étaient plus présents. Associer la patiente, le patient à ce processus-là, est-ce relativement facile et est-ce durable? Parce qu'on l'a vu, c'est une médication et c'est un accompagnement thérapeutique à très longue durée. Oui, alors beaucoup d'études ont montré du reste que le réseau de personnes autour d'une personne psychotique était une des caractéristiques déterminantes de son développement et de son autonomie. La grande difficulté avec la schizophrénie dans son développement typique, c'est une maladie de l'adulte et qui survient parfois quand son réseau de proches n'est déjà plus là. Et reconstituer un réseau qui n'était plus là est souvent difficile. Alors, dans le cas de la microdélétion 22, parce qu'on sait que c'est une maladie du développement, on accompagne les familles pour qu'elles ne quittent jamais, au fond, leurs jeunes restent dans un réseau soudé. C'est avoir un enfant différent, avoir un enfant qui a des difficultés, est une source de stress inouïe pour les parents, évidemment. Et donc, je pense que de pouvoir accompagner la famille autant que le jeune est très important, c'est des familles, on a aussi étudié les familles, on a étudié beaucoup de choses. Avoir un enfant différent représente un facteur de stress. Ce sont des couples, des familles qui se séparent plus fréquemment, c'est des familles qui vivent dans une moins grande aisance financière, parce que très souvent, un des deux parents renonce complètement ou en partie à sa vie professionnelle pour s'occuper, accompagner un enfant différent. Et puis on s'est aussi intéressé aux frères et sœurs de ces jeunes. Le hasard a voulu que, puisqu'on les avait pris comme contrôle, on a aussi pu suivre ces jeunes. Et on s'est aussi rendu compte que c'était très important de pouvoir leur donner des pistes pour mieux comprendre ce frère ou cette sœur différente. Je pourrais vous parler des heures de ça, vous l'avez bien compris. Non, mais oui. Non, je vous propose que pour aujourd'hui, on fasse encore 2-3 petites questions et puis on s'arrête là parce qu'effectivement, on est au-delà de l'heure déjà et on reviendra. D'accord. Mais j'aurais voulu, juste parce qu'effectivement, on est là-dessus, pour en revenir encore, j'avais une question tout à l'heure que j'ai pas posée parce que le fil faisait qu'on allait vers ailleurs, mais concernant de nouveau l'hippocampe, donc il y a cette atrophie. Est-il possible, comme dans certains autres accidents de la vie, de muscler, comme vous l'avez dit par rapport aux personnes au taxi, de remuscler d'une certaine manière, de revasculariser éventuellement, puisque comme on le fait pour certains organes. Exactement. Donc on sait que oui. En fait, on peut entraîner l'hippocampe. Donc une piste, c'est bien sûr de faire de la remédiation cognitive. Donc, essayer de faire des exercices, c'est comme de la rééducation du physiothérapeute. C'est un peu la même idée. Finalement, vous avez un bras, ce fameux bras qui a été lésé, et vous le réentraînez pour qu'il ait plus de chances de retrouver sa fonction. Alors, c'est le principe même de la remédiation cognitive. Ça a été fait avec des personnes schizophrènes. On sait que ça permet d'avoir un effet sur les symptômes psychotiques. Une des difficultés, c'est que, évidemment, ça demande un engagement très important chez des personnes qui, par ailleurs, peuvent être malades. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours facile et pas toujours réalisable. Du coup, une autre piste qui pourrait être intéressante est de se dire, ok, ce que font d'ailleurs les physiothérapeutes aussi, quand c'est pas possible de faire de l'exercice, parce que l'effort est trop important, alors on fait de l'électro-stimulation musculaire. Et donc ces dernières années, un certain nombre de groupes se sont intéressés à d'autres approches, notamment la stimulation transcrânienne,
pour pouvoir, au fond, créer une excitation des neurones de régions dont on suspecte qu'elles sont altérées et permettre ainsi une forme de remusculation. Et donc ça, c'est une autre étude que nous avons commencé aussi. Alors évidemment que une des difficultés dans cette situation-là, c'est que l'hippocampe est une structure assez profonde et que... C'est invasif. Non, c'est pas invasif parce que maintenant on a des... Donc, alors c'est vrai que il y a différentes façons de faire de l'électrostimulation. Dans certaines maladies, on met vraiment une sonde dans le cerveau. Mais évidemment, ça c'est quelque chose qui est en effet invasif et il y a d'autres façons de le faire qui est de placer un espèce de bonnet sur la tête et là la stimulation se fait en transcrânien. Alors avant, jusqu'à assez récemment, c'était difficile de pouvoir effectuer ce type de stimulation, puis c'était relativement peu spécifique. Mais depuis 1-2 ans, donc tout ça est très récent, des chercheurs ont eu l'idée de se dire, mais pour éviter de faire des grosses stimulations indifférenciées, quid si je stimulais un peu en même temps que je fais un peu d'exercice. Comme ça, les muscles, c'est comme le vélo électrique. On peut de nouveau faire l'analogie. Donc on met à la fois la puissance électrique et en même temps on fait le vélo. Et comme ça, on va hypersensibiliser les neurones qui ont des fonctions dont on sait qu'elles sont altérées et on sera à la fois spécifique dans la fonction et on arrive à mettre des stimulations électriques qui ne sont potentiellement pas dommageables ou diffuses. Et donc, voilà un nouveau projet de plus dans lequel on est engagé ici à Genève. Stratégie, équilibre, il y a énormément de facteurs et de leviers sur lesquels vous tentez, je vois que vous tentez de peser en tout cas. Une dernière question et puis après, peut-être qu'on dira quelques sites internet sur lesquels les personnes peuvent aller pour éventuellement s'informer, trouver ces informations, trouver cette recherche. Quel est l'avenir selon vous ? J'enchaîne sur ce que Caroline disait tout à l'heure. Quelles sont les aspirations auxquelles on peut s'attendre concernant cette maladie ? Est-ce que effectivement vous l'avez déjà ébauché ? Est-ce que c'est des choses transversales avec des équipes pluridisciplinaires, avec un peu de génétique, des neurologues, les neurosciences, de la psychanalyse, de l'épigénétique ? Est-ce que ça c'est parmi les pistes, les stratégies d'avenir ? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé cette recherche il y a plus de 25 ans, j'étais tout seul et ça semblait raisonnable de penser que j'allais avoir des résultats intéressants. 25 ans plus tard, je pense que le collectif de chercheurs qui est engagé juste sur notre cohorte et les modèles souris doit comporter au moins 80 personnes. Et donc, ensemble, vous avez vu ces allers-retours. Ce qu'on a découvert chez la souris nous a permis un accélérateur, nous a donné des idées. Donc, chaque segment compte. C'est pour ça que les neurosciences de base sont aussi importants. Les gens qui ont développé des softwares pour la neuroimagerie nous ont permis de trouver des réponses. Donc, on voit aujourd'hui que c'est vraiment une intelligence collective de groupe. Alors pour renforcer ça encore, dans ce domaine d'une maladie rare, où c'est une maladie parmi des milliers, il faut se rappeler de ça, du coup le nombre de groupes dans le monde qui sont engagés, le nombre de chercheurs, donc de chercheurs seniors, qui sont engagés sur la compréhension de cette maladie, c'est peut-être... entre 40 et 70 chercheurs seniors dans le monde. C'est beaucoup, mais en même temps, on se connaît. Donc, on a essayé de faire un consortium ensemble pour qu'ensemble, on puisse réunir suffisamment de données génétiques, notamment,
et commencer à faire des analyses qui n'étaient pas possibles avec des petits échantillons. Donc on a fait ça et on a réussi à mettre ensemble à peu près de 1500 patients et qui commencent à donner aussi des résultats intéressants. Et puis ensuite, ces consortiums entre des groupes de sciences de base et donc neurosciences fondamentales sur l'étude animale et puis des groupes humains. Donc je pense que l'avenir, il est vraiment dans l'association de ces groupes comme un accélérateur de recherche et puis une réflexion alors méta. La chose qui a probablement le plus contribué à l'avancée de la recherche dans le domaine de la microdélétion 22, c'est Internet et Skype. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un publie quelque chose ou présente quelque chose, vous pouvez avoir un contact immédiat, vous pouvez avoir un échange avec cette personne, et c'est assez fascinant de voir comment en 25 ans, la communauté de recherche est vraiment devenue mondiale. Avant, on se rencontrait il y a 15 ans, on se voyait à des congrès, c'est le moment où on échangeait des idées, on pouvait même pas se parler, on pouvait se téléphoner, mais c'était pas si simple, ça avait un coût. Aujourd'hui, les gens sont constamment en communication et on voit que ça a vraiment eu un effet d'accélérateur, en tout cas dans des domaines comme les maladies rares, ou par nature. Les patients sont isolés, mais les chercheurs aussi. Ils sont souvent le seul groupe. Moi, je suis le seul qui étudie ça en Suisse. Il y a une personne qui fait le modèle souris, puis les gens locaux. Mais et puis après, il y en a peut-être un ou deux en France, il y en a un en Israël, il y en a une en Pays-Bas, il y en a un autre en Suède. Mais c'est une communauté qui finalement a été complètement rapprochée grâce aux technologies Internet. Avant qu'on en termine et que vous nous donniez justement quelques pistes, peut-être pour que nous autres profanes et curieuses et curieux, cherchions un petit peu de notre côté. Est-ce que pour vous, le big data, c'est également quelque chose qui change, qui modifie la donne, et l'intelligence artificielle, est-ce que là-dedans, elle a un rôle à jouer? Alors oui, parce que évidemment que ça permet d'analyser des données d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginée. Par exemple, on utilise l'intelligence artificielle pour traiter des observations. C'est-à-dire que quand vous regardez une personne, vous repérez un certain nombre de choses, mais pas tout. Et puis, c'est très difficile pour vous de faire des rapprochements. Vous avez beau voir 50 fois une scène à peu près identique, c'est très difficile de quantifier ce qui est identique, ce qui est caractéristique de ce qui ne l'est pas. Si vous utilisez l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on fait ici, on filme une personne dans une pièce et ensuite un ordinateur recompose le squelette de cette personne, ses expressions faciales, et ensuite ce même ordinateur regarde s'il y a des patterns spécifiques qui permettraient d'identifier des changements, mais même pas perceptibles, bien avant qu'ils soient perceptibles. Alors ça, c'est par exemple une méthode qu'on essaye de développer pour le diagnostic très précoce de l'autisme, puisque là aussi, pouvoir intervenir très précocement va changer vraiment dramatiquement le pronostic. Donc voilà des nouvelles méthodes pour pouvoir faire intervenir des traitements de données. Une autre chose qu'on fait avec ces jeunes avec une microdélétion 22, c'est qu'ils ont des applications, donc un smartphone. Donc ça, c'est un autre projet qu'on a maintenant depuis quelques années, où de façon aléatoire, le smartphone leur pose une question sur leurs émotions, sur ce qu'ils ressentent, s'ils ont l'impression d'avoir des distorsions perceptives. Et on essaye de collecter ces données, donc à distance, pour voir s'il y a des patterns dans leur fonctionnement, dans leur humeur, dans leur façon de percevoir leur environnement, dans leur façon d'être ou non présent ou isolé à un moment donné. Est-ce que maintenant vous êtes entouré de quelqu'un? Si oui, qui? Et donc on essaye d'analyser ces données pour voir si elles permettent
de aussi être un marqueur, toujours ce marqueur précoce, parce qu'on sait que l'isolement, le retrait social précède l'émergence de la psychose, là aussi. Donc on essaie de voir si des facteurs comme ça peuvent nous aider. Alors, vous l'avez bien compris, du coup on a un emprunt très large, mais c'est sûr que ce n'est pas une chose qui va amener la réponse. Donc pour avoir des réponses à l'émergence complexe d'une maladie complexe, malheureusement, il faut pouvoir aborder les choses d'une façon complexe. Alors évidemment, il faut pouvoir être suffisamment nombreux, suffisamment passionnés pour pouvoir avoir assez de personnes qui s'engagent sur un projet conjoint, mais je pense qu'on a beaucoup de chance. J'ai commencé par ça en vous parlant de mon rapport aux associations de famille. Je pense que on a toujours essayé, comme équipe de chercheurs, d'avoir une relation très étroite avec les associations de famille, quel que soit le chercheur dans notre labo. Donc il y a des programmeurs qui sont toujours derrière leur écran, qui en fait ne voient pas dans le cadre de la recherche des patients, ou des gens qui font de l'image, des analyses d'images, des développements d'algorithmes. Mais malgré tout, on fait en sorte, une fois par année, de faire une rencontre avec l'association de famille qu'on a créée, et ces chercheurs, aussi cryptiques que soit leur recherche, la présentent aux familles et rencontrent les familles. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place tout au début. Je ne suis même pas sûr qu'on savait très bien pourquoi on faisait ça. Mais on avait cette intuition que c'était quelque chose de juste. Et ça a été un incroyable levier de moteur, de motivation, pour que tous les chercheurs du groupe ne perdent jamais la cible de vue, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qu'on essaye de faire, à qui est-ce qu'on essaye, pour qui est-ce qu'on travaille. Et donc je crois que ça a été quelque chose qui a permis aussi à motiver des gens d'horizons très différents, des informaticiens, biologistes, généticiens, psychologues, médecins. Donc on a vraiment un panel de chercheurs différents, d'ingénieurs, je l'ai dit, qui font cette recherche ensemble, mais je pense qu'ils se retrouvent sur une chose, et leur motivation se retrouve, c'est qu'elle est évidemment au service des patients et de leurs familles. Et c'est une excellente, c'est la plus belle conclusion à laquelle on pouvait arriver. Peut-être effectivement, y a-t-il des sites internet sur lesquels les personnes peuvent aller naviguer pour justement se sensibiliser, observer, reconnaître peut-être quelques symptômes, alerter de temps en temps ou tout simplement s'informer? Oui, alors comme je vous l'ai dit, on s'est beaucoup engagé avec les associations de famille et on a créé une association européenne sur la microdélétion 22. Aujourd'hui, cette association qui a évolué dans son nom, etc., son identité s'appelle 22Q11 Europe. Elle a un site web, elle a une page Facebook et on a maintenant, je sollicite, chaque fois qu'un chercheur publie un article, je lui envoie un petit mot et je lui dis « Est-ce que tu serais d'accord de faire une vidéo de 5 à 10 minutes maximum destinée aux parents et grand public pour présenter ta recherche en particulier ?» Et je dois dire que on a commencé ça comme ça et on a vu que d'abord, je crois que j'ai jamais eu un refus d'un chercheur, ce qui est quand même assez intéressant, du monde entier. Et ces vidéos ont des milliers de vues, alors qu'au début, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elles intéressent grand monde. Certains chercheurs présentent comme des recherches très spécifiques, mais la communauté de ces patients, de ces familles a énormément grandi, parce que les associations se sont constituées. L'association allemande, c'est 2000 familles, l'association anglaise, c'est 2000 familles. Donc au fond, il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont concernées par ça en Europe, et qui représentent aussi à eux-mêmes une force et une source de motivation, un partenaire pour les chercheurs. Et donc là, il y a une jolie dynamique qui s'est mise en place avec ces interactions web. Et pour ceux qui sont concernés par la maladie aussi, un congrès qu'on a créé où chercheurs et familles se retrouvent une fois tous les 2 ans. Et le prochain sera à Barcelone cet automne, toujours le week-end qui précède le 22 novembre, 22Q11. Voilà, donc vous avez rendez-vous tous les 2 ans pour les 20 ans à venir.
L'appel est lancé en tout cas. Dernier petit commentaire, comment est-ce que les personnes peuvent aider ces associations, ces personnes, en tout cas ici à Genève en Suisse, et comment est-ce que les personnes peuvent aider des personnes schizophrènes? Alors, pour l'association, il y a une association suisse, connect22.ch, donc qui reçoit des dons et qui a comme vocation de créer une communauté de familles, d'accompagner les familles et de permettre une rencontre au moins chaque année de ces familles pour qu'elles ne soient pas isolées. C'est quelque chose de très important. La personne ne doit pas être isolée, la famille ne doit pas être isolée. Et puis sans ça, il y a un certain nombre d'associations pour la psychose. Il y a notamment l'association, pour la psychose et les proches de personnes avec une psychose à Genève, par exemple, c'est l'association Le Relais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane Hélier, professeur au département de psychiatrie de la faculté de médecine ici à l'Université de Genève. Merci de nous avoir reçus, merci pour toutes ces informations et à la prochaine. Merci à vous.